Alors, chers amis, bonjour. Tout d'abord, je remercie les organisateurs et le laboratoire Gilead de m'avoir confié ce travail, celui de vous présenter les problèmes de la transmission mère et enfant de l'hépatite B dans le contexte africain. Vous savez que c'est un important problème puisque la plupart de nos prévalences sont très élevées dans la plupart de nos pays africains au niveau des enfants. Donc, et on sait que le plus important mode de transmission, c'est le passage au moment de la grossesse, transmission mère et enfant. Donc voilà les disclosures. Voici le plan que je vous propose. Après une introduction, on va rapidement parler de ce problème de transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite B. Et puis ensuite, bien entendu, le nœud du problème, c'est de voir qu'est-ce que nous proposons actuellement pour prévenir cette transmission de la mère à l'enfant. Et puis nous allons conclure. D'abord, donc, en introduction, rapidement, pour dire que nous sommes, comme vous savez, dans deux zones de très haute prévalence de l'hépatite B. Ça, c'est sûr. Dans la plupart de nos pays, on a des prévalences qui dépassent les 12%. Ici, en ce qui concerne le Cameroun, vous voyez que chez les femmes enceintes, le taux de prévalence est élevé en matière de portage du virus B. On peut atteindre les 15-16% dans la plupart des cas. Et d'emblée, je vous signale ici que chez nous, on a simplement environ 60% des femmes enceintes qui vont accoucher à l'hôpital. Ce qui veut dire qu'il y a déjà là un problème d'accouchement à domicile qui va se poser au niveau de cette transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Et ici, une étude qu'on a faite il y a quelques années qui montrait bien que la prévalence de l'hépatite B est très élevée chez les enfants dans notre contexte, avec les modes de contamination qu'on connaît ici. On a aussi fait des études avec l'Institut Pasteur qui montraient que même de façon régionale, dans les différentes parties du Cameroun, la prévalence de l'hépatite B est très élevée. C'est très variable, bien sûr, d'une zone à l'autre. Et d'autres études ont montré qu'il y a des variations importantes entre les villes et les campagnes. C'est pour ça que tout à l'heure, on va insister sur le fait qu'il ne faut pas oublier les campagnes, les zones rurales dans la prévention. Bon, et bien sûr, la co-infection avec l'hépatite D a été aussi étudiée. Donc, voici un schéma d'histoire naturelle qui regroupe la totalité du problème. Et ici, nous sommes concernés par le virus B qui va, comme les autres causes qui sont signalées là, attaquer le foie et évoluer au fil des années vers une cirrhose et malheureusement, dans certains cas, vers un cancer du foie. Et voici le schéma évolutif. On connaît que dès que le virus B attaque le foie, le risque de chronicité est important, on va revenir là-dessus, et au bout de quelques années, on peut aboutir à une cirrhose et à hépatite, le cancer du foie. Et vous savez que l'Afrique a un taux de prévalence important en matière de cancer du foie, donc carcinome hépatocellulaire. Vous voyez, les pays africains sont bien placés. On sait qu'au Cameroun, par exemple, 70% des carcinomes hépatocellulaires sont dus aux hépatites virales. La B pour 65% des cas et la C pour environ 15% des cas. Donc, c'est un problème important d'entrée de jeu. Alors, si on en vient maintenant à ce problème de transmission de l'hépatite B de la mère et l'enfant, il est important de pouvoir faire des choses parce qu'on sait que l'hépatite B peut être prévenue. On peut empêcher les gens de se contaminer. C'est l'objet de cet exposé en matière de transmission mère et enfant. La première chose, c'est de dire que le virus B est extrêmement contagieux, puisqu'on sait que le virus B est 100 fois plus contagieux que le VIH. Ça, c'est important. Et on sait que la transmission mère et enfant est concernée dans 2 tiers des affections hépatiques liées au virus B au niveau de l'Afrique. Bon, on sait que cette transmission est moins fréquente en Afrique qu'en Asie, mais en fait 10%, c'est quand même pas négligeable. Même si on sait que nous avons en Afrique beaucoup de problèmes de naissance à domicile, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des considérations sociales et sociétales et des pressions familiales, et puis des idées ancestrales qui font que souvent, certaines personnes ne vont plus croire à nos formations hospitalières et vont donc souvent vouloir accoucher à domicile ou aller voir des guérisseurs, comme je vais dire tout à l'heure. Il faut dire quand même qu'au fil des années, le nombre d'accouchements à domicile a tendance nettement à diminuer.
Alors, sur le plan théorique, il y a plusieurs voies de transmission possibles pour cette transmission mère et enfant. Il y a, par exemple, on peut penser qu'il y a un passage transplacentaire in utero. Il y a aussi la transmission durant l'accouchement. C'est ce qui est le plus probable, bien sûr. Et à ce moment-là, on a 10 à 90% de risque, c'est très variable, de contamination. Il y a aussi le fait que pendant les premiers jours de naissance, l'enfant peut se contaminer par l'environnement ou par son entourage, ou bien à travers l'allaitement maternel. On n'a pas d'évidence certaine là-dessus. En tout cas, on n'est pas sûr que la césarienne puisse être proposée pour permettre d'éviter la transmission. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment prouvé. Donc, ce n'est pas à proposer systématiquement. Alors, les mécanismes exacts de transmission de ce virus n'est pas totalement élucidé, comme j'ai déjà dit. Il y a des hypothèses d'une brèche dans le placenta, dans la barrière placentaire, et le virus va passer. Une infection du placenta, et de ce fait-là, ben, le fœtus n'étant pas loin, il va pouvoir être atteint par ce virus. Mais les ovocytes et les spermatozoïdes peuvent contenir le virus. Bon, ça aussi, c'est des hypothèses. Et la contamination par voie ascendante, vous savez que les sécrétions sexuelles contiennent du virus, mais et donc on peut considérer que il est possible que ça, par ascension, le fœtus soit contaminé dans l'utérus. Point capital également à signaler ici d'entrée de jeu, c'est que selon l'âge de contamination en matière d'hépatite B, ben malheureusement, les enfants se contaminant tôt, vous voyez ici, que leur risque de passer à la chronicité sera très important, de l'ordre de 90%. C'est pour ça qu'il faut mettre le paquet dans cette prévention de la transmission mère et enfant, parce qu'à ce moment-là, on aura des enfants qui, en devenant des adolescents ou des jeunes adultes, pourront présenter des complications de l'hépatite chronique B. Et donc, on aura malheureusement des tableaux aussi dramatiques, hein, vous voyez, des cirrhoses, des cancers du foie et tout ça. Ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'éviter. Alors, que peut-on faire donc? Que peut-on proposer et qu'est-ce qu'on propose actuellement pour prévenir cette transmission de la mère à l'enfant? Alors, je vais vous proposer de voir ça en plusieurs étapes. D'abord, avant la grossesse, pendant la grossesse, à la naissance et dans la première enfance, c'est-à-dire juste après la naissance. Alors, si on vient avant la grossesse, bien sûr, c'est évident. Si jamais toutes les femmes qui vont être en âge de procréer sont indemnes de virus B, ben bien sûr, la bataille est gagnée. Ce qui veut dire qu'on peut toujours proposer de dépister dans la population générale, avec une arrière-pensée de dépister un peu plus les femmes, surtout en âge de procréer. Ainsi, celles qui ne sont pas immunisées pourront être vaccinées et celles qui sont malades pourront être prises en charge. Et donc, au moment de la grossesse, ben, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus qu'à espérer que même celles qui sont malades vont suivre ce qu'on va voir plus tard. Alors, il faut savoir quand même que les gens qu'on vaccine, nous voyons de plus en plus des gens qui ont été vaccinés et qui n'ont pas acquis l'immunité. Donc, je pense qu'il faudra plus de data pour essayer de bien cerner cela, peut-être pour modifier nos schémas vaccinaux, etc. Alors, que peut-on dire de vaccin de l'hépatite B par rapport à la grossesse? Ben, la grossesse n'est pas une contre-indication à la vaccination puisque les vaccins disponibles ne vont pas contaminer le fœtus. La femme enceinte, si on identifie chez cette femme qu'il y a des risques d'infection à virus B, ben, il va falloir proposer qu'on les vaccine en priorité. En particulier, des femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels durant les 6 précédents mois, bien entendu, la priorité peut être mise là, ou alors des femmes qui sont suivies ou traitées pour maladies sexuellement transmissibles. Là aussi, intérêt de les vacciner si elles ne sont pas déjà malades. Ensuite, si ce sont des femmes qui ont eu l'habitude d'utiliser des drogues injectables, bien sûr, ça aussi, c'est un terrain à risque. Il faut pouvoir les vacciner si elles sont indemnes de l'hépatite B. Et puis, les femmes qui, éventuellement, ont des rapports
avec des partenaires qui sont porteurs du virus B. Ça, c'est des gens qu'on conseille énormément de vacciner dans le cadre de cette protection, de cette prévention de la transmission mère et enfant. Alors, bien sûr, des choses qu'on connaît qui montrent que c'est indiscutablement l'application de la vaccination a effondré les taux de prévalence de l'hépatite B, en particulier en Chine et dans les pays du sud-est asiatique, mais dans le reste du monde. En particulier ici, vous voyez, dans l'enfance, le taux de prévalence depuis 2014, c'est vraiment proche de zéro. Donc, je crois qu'il faut continuer cette lutte sans se baisser les bras. Évidemment, l'implication suivante, c'est qu'on effondre également le taux de prévalence du carcinome hépatocellulaire dans l'enfance. Vous voyez ici que depuis qu'on a institué, grâce à l'OMS, la vaccination universelle pour l'enfant, c'est-à-dire la dose de naissance plus le programme élargi de vaccination, le taux de l'incidence du carcinome hépatocellulaire va s'effondrer et les équipes chinoises et les équipes asiatiques nous ont largement prouvé cela. Alors maintenant, pendant la grossesse, que peut-on proposer? Et ça, c'est déjà des travaux qui nous montrent que ici, par exemple au Nigeria, vous voyez les femmes en âge de procréer, le taux de prévalence du portage du virus B, l'antigène HBS, est très élevé. Vous voyez, 25%, 36% ici, 36%. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de risques de transmission, bien entendu, ici. Ici, dans une étude dans un hôpital londonien, vous voyez les femmes d'origine africaine, parmi les femmes enceintes, vous voyez le nombre de ces femmes enceintes qui sont porteuses du virus B. Donc, ça veut dire que ça attire notre attention sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour éviter la transmission mère et enfant pendant la grossesse de ces mamans-là. Qu'est-ce qu'il faut donc proposer sur le plan pratique? Bien sûr, ça veut dire qu'il faut dépister toutes les femmes enceintes le plus qu'on peut. Et le personnel qui est appelé à faire cela, c'est les sages-femmes. C'est très important dans notre contexte, même éventuellement les matrones. Bien sûr, les obstétriciens et les médecins généralistes. Ça, il faut impliquer tous ces gens-là dans cette lutte-là. Nous allons revenir là-dessus. Et ce dépistage se fait au premier et au deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? C'est qu'on va d'abord, c'est des examens de laboratoire, bien entendu, on va dépister le portage de l'antigène de surface, l'antigène HBS, pour savoir si, oui ou non, la femme enceinte est porteuse ou non de l'hépatite B. Et on va étudier secondairement le degré d'infectiosité chez cette patiente-là. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de faire la charge virale, parce qu'on sait que quand c'est plus de 200 000 unités par millilitre, ça veut dire que c'est très infectieux. Mais en plus, ou alors à défaut, vu les problèmes financiers, on peut étudier l'antigène HBE. Parce que quand c'est positif, on sait que le risque de transmission est de 90% et le risque de passer à la chronicité sera de 85%. Donc déjà, on est bien armé pour savoir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire en général, après ces résultats, c'est qu'on va décider éventuellement de mettre la femme enceinte sous prophylaxie grâce au ténofovir pour le troisième trimestre et on va persister avec ce traitement environ 6 mois ou même plus. Et donc, il y a plusieurs attitudes qui se défendent. Mais le problème ici, dans ce qui nous concerne, c'est de couvrir cette femme enceinte pendant le troisième trimestre et ensuite la prendre en charge comme nous suivons la plupart de nos malades hépatite B chronique. Alors, il y a des équipes qui ont proposé de faire des immunoglobulines à la mère. Il n'y a pas de grande preuve d'efficacité de cette technique-là. C'est pour ça que ce n'est pas très utilisé. Donc, on peut le faire, mais ce n'est pas vraiment démontré. Ici, un tableau qui montre que dans un groupe de 100 femmes sous ténofovir, comparé à 100 femmes contrôle, chez des femmes qui ont une infectiosité très élevée, avec des charges virales très élevées, vous voyez que à la naissance, au niveau des enfants, le pourcentage d'enfants qui vont être infectés d'hépatite B est extrêmement faible en comparaison au groupe contrôle. Ça démontre très bien la chose. Ici, un autre tableau qui montre que dans le groupe contrôle, qui est ici, les enfants qui ont échappé à la prophylaxie,
qui vont se retrouver contaminés à la naissance sont beaucoup plus élevés que le groupe ici sous prophylaxie par le ténophobie. Donc, vous voyez, les taux sont extrêmement faibles ici et sensiblement beaucoup plus bas, et donc significativement beaucoup plus bas que dans le contrôle, ce qui nous encourage à recommander fortement cette prophylaxie par le ténophobir, qui est le médicament le plus disponible dans nos pays, avec des efforts que les États ont fait pour que ce soit abordable sur le plan financier. Alors, bien entendu, en Afrique, il y a toujours des difficultés liées au contexte, en particulier l'accessibilité à des examens compliqués comme la charge virale, et puis le coût. On a ça surtout dans les grands hôpitaux, dans les grands centres urbains, mais à des coûts souvent prohibitifs, dont certains États essayent de lutter contre cela pour abaisser les coûts, pour qu'on puisse convenablement se comporter par rapport à cette prévention de la transmission mère et enfant. Et puis, il y a tous ces problèmes de croyances, de pression sociale ou sociétale, et des gens qui disent du mal des hôpitaux, des choses que vous voyez, les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup dans ce domaine, ce qui fait que les femmes enceintes sont parfois troublées, et donc, directement, ça va les conduire vers les guérisseurs, avec tout ce que vous imaginez comme risque de fausses pratiques, et puis des accouchements à domicile. Ça se voit encore beaucoup, mais je vous ai dit tout à l'heure que, heureusement, de plus en plus, ça diminue, il y a de moins en moins d'accouchements à domicile, dont nous pouvons appliquer ces préceptes au niveau de l'hôpital, parce que nous allons encourager de plus en plus les femmes à accoucher à l'hôpital et en profiter pour implémenter, comme je vais vous dire tout à l'heure, la lutte contre la transmission de ce virus pendant la grossesse. Bien sûr, il y a un nombre important de femmes qui sont co-infectées, de femmes enceintes qui sont co-infectées hépatite B et VIH. Là, il n'y a rien de particulier. Vous savez que désormais, tous les cas de co-infection de ce type vont être directement mis sous antirétroviraux sans tenir compte du taux de CD4. C'est ce qu'on fait. Et bien sûr, ça veut dire que dans ces cas-là, leur trithérapie antirétrovirale doit comporter au moins le ténophobir. En général, on conseille de mettre 2 anti-hépatite B dans la trithérapie. Il y a des molécules qui sont adaptées à ça et directement applicables. Donc ici, il n'y a pas de particularité. Alors maintenant, à la naissance, qu'est-ce qu'on peut proposer à la naissance dans le cadre de cette prévention de la transmission mère et enfant? C'est évidemment la dose de naissance qui est le point focal de cette discussion. Cette dose qui est un vaccin qui doit être monovalent, qui doit être idéalement appliqué dans les 24 premières heures. C'est l'idéal. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure que quand on ne respecte pas ce délai, le succès de la protection est moins important. Alors, depuis 2009 l'OMS a essayé d'imposer ça, si on peut dire, à la plupart des pays dans le monde, ce qui permet d'obtenir une efficacité de la prévention de l'ordre de 80 à 95%. Et l'administration des immunoglobulines anti-hépatite B est aussi conseillée. Ce n'est pas très pratiqué parce qu'en Afrique, ça coûte cher, ce n'est pas souvent disponible. Mais si on peut le faire, il faut l'ajouter à la dose vaccinale. Je pense que ça améliore la sécurité de cette prévention. Alors, je reviens sur le fait qu'il est important de respecter le délai de 24 heures pour essayer de faire dans les premières 24 heures, parce que la protection est meilleure que si on attend plus. Après 7 jours, le taux de protection, il y a plus d'échappements qui vont faire que l'enfant risque d'être contaminé. Alors, bien sûr, le grand débat et la grande proposition qu'il faudra essayer de faire dans la plupart de nos pays, c'est d'obtenir des autorités sanitaires qu'on vaccine tous les enfants nés en Afrique contre le virus B. Parce que vous savez bien, comme je viens de vous dire, qu'il y a beaucoup d'accouchements à domicile, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à la maternité à la dernière minute pour accoucher, on ne les a jamais vues, dont elles n'ont pas eu de visite prénatale. On peut couvrir tout cela en vaccinant systématiquement tous les enfants qui naissent en Afrique, et je pense que c'est quelque chose que, particulièrement au Cameroun, nous proposons énormément à nos autorités, et je pense qu'ils sont en train de mettre ça sur pied. Objectif, bien
l'hépatite B. Alors, ici, vous voyez cette étude qui insiste encore une fois sur les 24 premières heures plutôt que plus tard. Et ici, par exemple, au Nigeria, vous voyez le taux de contamination est effondré par rapport au respect des 24 premières heures. Ici, Sierra Leone, c'est aussi effondré par rapport aux autres. C'est un peu plus élevé que dans le tableau précédent, mais c'est quand même suffisamment bas. Et ici, une étude qui montre que chez des femmes ici, 313 femmes avec des porteuses de virus B, là, les femmes qui ont des charges virales très élevées, il y a quelques cas qui sont passés, qui ont été contaminés, alors que les mamans qui ont des charges virales plus basses, il n'y a eu aucune transmission. Donc, l'infectiosité est importante à étudier pendant le dépistage parce que ça permet de savoir qu'on pourra avoir un succès plus ou moins important et dont il faut être un peu plus attentif. Et par exemple, proposer la prophylaxie par la ténophobie au troisième trimestre chez les femmes qui ont une charge virale élevée. Alors ici, en Namibie, bon, 515 femmes enceintes, vous voyez, toutes les femmes enceintes qui avaient des charges virales qui sont élevées, mais aucune n'a transmis le virus à son enfant. Vous voyez donc le résultat qui est extrêmement satisfaisant. Alors, il faut savoir quand même que malgré cette prophylaxie, il y a quand même un risque qui persiste. Il faut le savoir. Alors, ce risque est de l'ordre de 3% d'échappement, donc malgré toutes les préventions que nous avons pu faire. Et ce risque est plus important si la charge virale était élevée. Et c'est pour ça que je reviens pour dire que dans ces cas-ci, ne pas hésiter à bien surveiller ces malades et puis peut-être coupler à la naissance la dose vaccinale initiale de naissance et les immunoglobulines. Après la naissance, maintenant, bien sûr, ça veut dire que l'enfant doit entrer dans le programme élargi de vaccination qui est de plus en plus proposé dans la plupart des pays du monde. C'est-à-dire qu'après la dose vaccinale initiale, dans les 24 premières heures, la deuxième dose va se faire après 6 à 6 semaines et la troisième dose entre la 10e et la 16e semaine. Et là, on utilise, comme vous le savez, un vaccin pentavalent. Alors, si on ne respecte pas cela, on augmente le risque de transmission à l'enfant. Donc, il faut respecter 6 semaines pour la deuxième dose et 10 à 16 semaines pour la troisième dose. Alors, la couverture complète, comme proposée par l'OMS, c'est-à-dire dose de naissance et les deuxième et troisième doses dans le programme élargi de vaccination, permettent une prévention de 90% de l'infection en périnatale. Et en plus, ce procédé permet de rattraper certains oublis de vaccination chez quelques enfants. Et donc, on va pouvoir faire le plein de cette couverture chez nos enfants. Alors, la vaccination de routine avec 90% de couverture, de taux de couverture vaccinale, en plus de la dose initiale à la naissance, permet de prévenir 70 à 95% de contamination par le virus B et d'éviter 84% des mortalités, des morts dues à l'hépatite virale B, ce qui est important. Et vous voyez ici le nombre de millions de cas d'infections chroniques qu'on a évité grâce à ce programme élargi de vaccination depuis 2013. Alors, vous voyez que l'Afrique et le monde, avec cette implémentation de programme élargi de vaccination, vous voyez que quand on fait juste la dose vaccinale, mais le mieux, c'est de faire la couverture avec les 3 doses vaccinales de l'hépatite B, parce que vous voyez, l'Afrique n'est pas mal placée, c'est un peu moins que le reste du monde, mais c'est déjà bien. Et ici, vous voyez l'Afrique ici en jaune foncé, vous voyez qu'au fil des années, on va bien couvrir nos enfants en termes de protection contre les virus B. Alors, le vaccin en Afrique subsaharienne est administré à la naissance chez environ 10% des nouveau-nés seulement. Donc, il y a encore un gros travail à faire parce qu'il faut augmenter cela. Et seulement 11 des 47% de la zone OMS africaine ont appliqué la dose de vaccin à la naissance. C'est très faible. Donc, encore du travail à faire. Et le résultat, c'est que malgré ce peu de nombre, on a seulement 1% des enfants qui sont infectés en Afrique subsaharienne. Il faudra donc effondrer cela
et rapprocher ce taux de 0 pour nous permettre d'avoir des beaux bébés comme ça et que cette beauté se transmette dans toute l'Afrique. Alors, si malheureusement un enfant a été contaminé, bien sûr, il faut le prendre en charge. Il y a des traitements qui sont disponibles à des doses enfantines, etc. Mais ça sera le suivi, comme malheureusement la plupart des malades que nous suivons au fil de tous les 6 mois ou tous les 3 mois pour portage chronique du virus B. Alors, en conclusion, la dose initiale de vaccination à la naissance reste un challenge en Afrique, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut lutter auprès de nos autorités sanitaires pour essayer de compenser ça. Vous savez que souvent, il y a des pénuries de vaccins qui ne sont pas livrés. Gavi fait ce qu'il peut, mais de temps en temps, on a des ruptures. Il y a le fait que nous n'avons pas encore bien assimilé les équipes qui doivent prendre en charge ces enfants. Cette lutte, c'est-à-dire les sages-femmes, les infirmières, les gynécologues, les pédiatres, ça c'est un problème. On essaye de travailler là-dessus. Les services hospitaliers ne sont pas assez nombreux. Il y a aussi le problème d'insister sur le côté rural, les campagnes. Il ne faut pas oublier ces gens-là pour ce travail de prévention. Ça, c'est important en Afrique parce que la plupart des gens sont dans les centres urbains et on oublie les campagnes. Et puis la pauvreté qui est un problème africain. On essaye de s'en sortir, mais vous savez bien que ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut absolument qu'on implique l'équipe dont je vous ai parlé, les sages-femmes et tout ça, pour y arriver. Continuer à sensibiliser les populations, c'est ce que nous faisons dans le cadre global, puisque chaque année, on fait les journées mondiales de lutte contre les hépatites, etc. Il faut de plus en plus de formations hospitalières et j'insiste sur le fait que ne pas oublier le secteur rural. Et donc, ici, en résumé, l'équipe de choc qui doit s'occuper de la prévention de la transmission mère et enfant. Vous voyez, j'ai inclus les infectiologues, les pédiatres, les généralistes, mais aussi les pharmaciens, les biologistes et les associations des malades. Et on doit bien sûr travailler la main dans la main avec nos autorités sanitaires et tous les partenaires, en particulier l'industrie du médicament, qui nous aide énormément dans ce travail de lutte contre les hépatites en général, mais également dans ce qui nous concerne aujourd'hui, la prévention de la transmission mère et enfant. Parce que n'oubliez pas que l'Organisation mondiale de la santé nous a donné des objectifs. Donc, vers les années 2030, on est diminué de 90% la prévalence et de 65% le taux de mortalité. Je pense qu'en Afrique, nous pouvons atteindre cet objectif et je crois que nous l'atteindrons dans la plupart de nos pays. Et donc, il faut en tout cas lutter pour cela. Et à partir de là, je pense qu'on pourra espérer des sourires pareils de la part de nos enfants. Je vous remercie pour votre attention.